Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance, un podcast où vous êtes avec nous sur le terrain, au cœur de nos conversations, sans rien vous cacher, en toute transparence. Cette fois-ci, on s'intéresse aux crypto-monnaies avec Caroline Jurado, la fondatrice de la newsletter Les Cryptos de Caro, qui vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la crypto sans jamais oser le demander. Bienvenue dans le Cercle de Confiance. Bonjour Caroline, c'est Christelle Cronier. Vous allez Oui, bien? bonjour Christelle. Très bien et vous? Bon, ben ça va, merci de m'accorder un peu de temps. C'est expliquer aux gens, c'est un petit peu la crypto pour les nuls, quoi, vous voyez? Oui, tout à fait. Voilà. Je vois très bien, c'est exactement mon positionnement. Vous avez fondé cette newsletter, en fait, il y a combien de temps? Il y a un peu plus d'un an. Et j'ai vu que vous aviez déjà 45 000 personnes abonnées. Oui, oui, exactement. C'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de monde et sur lequel je trouve qu'il est difficile de trouver du contenu qui soit vraiment dédié à des gens. Lambda, Oui, exactement. ouais, Des gens comme nous. c'est ça. Vous êtes arrivé aux crypto-monnaies comment, en fait? Alors, c'est vraiment un pur hasard. Quand j'ai monté ma première boîte, j'étais dans un coworking Oui, d'une équipe de développeurs et c'était en 2017. Et à l'époque, les mecs à côté de moi ont tous investi dans le Bitcoin et m'ont dit de le faire oui, aussi. Et je me rappelle avoir commencé à regarder, avoir essayé de comprendre ce que c'était et en fait, je comprenais pas. Ça avait l'air d'être un truc super obscur. Ça me faisait peur, j'avais pas énormément d'argent à l'époque, oui, mais même le concept d'investissement, à part l'investissement immobilier, j'avais beaucoup de mal à comprendre même ce que c'était. Parce que j'ai pas du tout été ouais, éduquée dans cette logique-là. oui, Donc j'ai passé mon tour à ce moment-là et après j'y ai plus pensé pendant des années, jusqu'en fait au premier confinement oui. où là, je regarde, je sais pas comment, je pense que les médias ont dû se réintéresser au sujet, donc je tombe dessus, et là, je fais un petit calcul et je me rends compte que tous mes potes de l'époque, eux, ils sont millionnaires ou pas loin, Ah, grâce à leur investissement en Bitcoin. intéressant. Voilà, et que moi, j'ai beau avoir revendu une boîte, je le suis pas. Ouais, ouais, Et donc, et vraiment, ce gap-là, il me saute aux yeux, et je me dis, bon, bah écoute, t'as du temps. De toute façon, t'as rien de mieux à faire que d'apprendre. Là, c'est le confinement. Et donc, j'en ai profité pour en fait, explorer tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet. hmm, Et j'ai détesté. ouais, Vraiment, cette phase exploratoire, elle a été très douloureuse pour moi parce que j'étais confrontée au fait que je me sentais bête tout le temps. J'avais l'impression que personne en fait, que j'étais pas à ma place. oui, Que je trouvais personne qui me ressemblait, qui s'exprimait sur le sujet. Je trouvais personne qui en parlait sans être très autoritaire ou très... enfin, en tout cas, c'était une logique très descendante avec plein de jargon. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre. Et, et donc, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai eu cette impression que on nous simplifiait pas la tâche volontairement. C'est ce truc-là, moi, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à trouver que c'était bizarre que les explications soient aussi peu claires et que le jargon soit inutilement complexe. oui. Et donc, Trop technique, quoi, en fait. oui, en fait, vraiment très, très, très technique, même sur des sujets où il n'y aurait pas besoin. Parce que vous étiez dans quel domaine, en fait, à la base? Où vous êtes dans À quel... la base, alors c'est plus le cas maintenant, mais j'étais dans les ressources humaines, j'avais monté un logiciel RH D'accord, hein, en ok. fait. Donc j'étais un peu, en tout cas je côtoyais des personnes qui étaient techniques parce que j'avais une équipe de développeurs, Oui, mais moi je ne l'étais pas. d'accord, hein, hmm. Et aujourd'hui, vous vous dédiez complètement à cette newsletter? Exactement. En fait, après cette période-là de confinement, donc on arrive en avril de l'année dernière, mars ou avril, je sais plus, Oui, et j'ai revendu ma boîte, j'ai quitté mon acquéreur depuis quelques mois, je sais pas vraiment quoi faire, et j'ai une boîte qui tourne en parallèle sur de la vente, mais qui m'intéresse pas plus que ça. ouais, Et donc, je me mets à produire du contenu sur les réseaux sociaux. Au départ, je parle de crypto-monnaie parce que c'est un sujet, du coup, sur lequel je lis des choses quotidiennement ouais, et sur lesquels je vois que, en fait, je trouve personne qui correspond à mes attentes, moi, en tant qu'utilisatrice, entre guillemets. Donc, je commence à produire du contenu dessus et je vois que énormément de gens me posent des questions. En fait, je croule sous les questions. ouais, Et je comprends pas comment c'est possible de recevoir autant de questions alors que je suis personne, entre guillemets. ouais, Et à ce moment-là, je décide
d'essayer de répondre à un maximum de questions. Et c'est comme ça que je lance la newsletter. D'accord. Et donc chaque semaine, je sélectionne soit une question qui m'a été posée, soit une question que moi je me suis posée ou que je me pose, et j'y réponds dans le cadre d'un article un petit peu de fond. D'accord. Et la newsletter, vous l'envoyez donc toujours le même jour? Oui, c'est tous les lundis matins à 9h15. D'accord. Je ne suis pas là pour me prendre pour qui je ne suis pas. Je suis vraiment comme je veux donner l'expérience de je suis ta pote et on est dans le salon et en fait on peut discuter de sujets qui sont compliqués sans se sentir mal parce qu'on ne sait pas les choses, sans qu'on rajoute de la complexité là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Donc vraiment mon sujet moi c'est de décrypter, de vulgariser tous ces éléments-là. Vous avez laissé tomber votre boulot à côté en fait, mais vous vous rémunérez comment? Alors j'ai tout à fait, j'ai laissé tomber mon boulot à côté. Alors j'ai des partenariats sur la newsletter. Donc je vais avoir des marques qui vont sponsoriser la newsletter. Et après, je vais avoir des partenariats avec des marques pour, par exemple, faire des vidéos de vulgarisation. Enfin, grosso modo, je vais travailler avec les marques. Pour quelqu'un qui débute, en effet, dans les crypto-monnaies, à quoi ça sert les monnaies numériques? Alors, on peut répondre à la question de à quoi sert la première monnaie numérique. Je trouve que c'est le plus simple à comprendre. Parce qu'elles n'ont pas toutes la même utilité. Hein. Donc, le Bitcoin, il sert à pouvoir s'envoyer de l'argent sans passer par une banque. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure de s'envoyer de l'argent qui va être numérique. Donc, à la différence de l'époque de nos grands-parents où on pouvait retirer de l'argent et le planquer sous notre matelas et en être, nous, le gardien, et ensuite l'échanger comme on le voulait avec les commerçants ou nos amis. Et bien, l'idée, c'est de recréer cette dynamique-là, mais en étant totalement en ligne, en fait, totalement digital. Ça, c'est le Bitcoin. Et après, il y a d'autres monnaies? Oui. En fait, ensuite, chacune des monnaies qui existent, il y en a plusieurs milliers, va avoir une utilité qui est variable. Elles n'ont pas toutes la même utilité. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui a vocation à se poser en alternative des monnaies d'État et des monnaies bancaires. Ça, c'est vraiment l'objectif du Bitcoin. Ensuite, chaque autre crypto-monnaie va avoir pour objectif de permettre au projet auquel elle est affiliée de fonctionner. Donc, ça veut dire que si le projet est pertinent et a une valeur ajoutée, il y a des chances que la crypto-monnaie qui y soit associée soit utile et donc qu'elle prenne de la valeur. Si le projet n'est pas pertinent, il y a de grandes chances que la crypto-monnaie s'effondre. Eh bien, ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un crée un projet, il crée en même temps sa crypto-monnaie? Eh bien oui, en fait, dans l'écosystème crypto-monnaie, à chaque fois qu'on va créer un projet, on va essayer d'y créer une monnaie qui est associée. Typiquement, si on prend l'exemple de Ethereum, le projet Ethereum, c'est une blockchain. Donc, une blockchain, c'est comme un méga registre de comptes qui existe en ligne et sur lequel on va enregistrer les transactions en crypto-monnaie. D'accord. Et chaque transaction qui est enregistrée va devoir être payée. Et donc, elle est payée en Ether. Ce qui fait que la crypto-monnaie Ether, elle est très solide comme crypto-monnaie parce que énormément de projets en crypto sont enregistrés sur la blockchain Ethereum. J'ai commencé en investissant un petit peu dans le Bitcoin et un petit peu dans l'Ether. D'accord. Je suis passée par ma banque en ligne sur mon premier investissement. Et j'ai regardé en fait j'ai regardé comment est-ce que moi je me portais par rapport à ça. Parce que comme j'avais jamais investi, je savais pas vraiment dire si j'allais regarder toutes les 3 secondes le cours du Bitcoin pour savoir comment je me sens. Enfin, c'est très important de savoir quel type d'investisseur on est. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à vouloir comprendre un petit peu mieux tout ce secteur, cet écosystème. Donc, en même temps que j'ai commencé à apprendre que comme dans la bourse, en fait, il y a des secteurs dans la crypto. Et donc c'est intéressant de faire un plan d'investissement et de varier par rapport à la solidité des cryptos et au potentiel de croissance et aux différents secteurs. J'ai commencé en fait à travailler sur ces sujets-là. Et ensuite à définir combien est-ce que je voulais investir par mois en crypto, etc. Mais c'est-à-dire qu'au tout début, j'investissais 50 € par mois. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut investir peu en fait au départ? Totalement. Franchement, je suis plutôt d'avis que tant qu'on n'est pas totalement à l'aise, il faut investir très peu. Parce que c'est comme aller faire ses courses dans un autre pays. On va dans le magasin, ça nous semble familier et en même temps tout est bizarre. C'est un peu la même chose. Donc il faut investir un tout petit peu jusqu'à temps qu'on se sente vraiment très confortable,
qu'on comprenne ce qu'on fait, qu'on comprenne dans quoi on investit, qu'on comprenne si notre plan d'investissement est cohérent, etc. Comment est-ce qu'on se sent si jamais on perd tout? Parce que c'est un milieu qui est très volatile, donc déjà il faut investir que ce qu'on est 100% prêt à perdre, et même si tout le monde le dit, et que tout le monde dit qu'il le fait, il y en a plein qui se retrouvent dans des états pas possibles quand ils perdent tout, donc c'est bien qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question. Ma réflexion à moi, ça a été d'abord de définir une poche de liquidité de sûreté, oui. dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc moi, j'ai établi qu'il me fallait avoir un peu plus de 20 000 euros de côté. D'accord. Pour être confortable, disons, et en paix, étant donné la vie que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de... Voilà, c'est vraiment... j'ai pas de projet de retaper ma maison en ce moment, enfin ce genre de choses. Et ensuite, j'ai défini que tout ce que je gagnais au-dessus de cette limite-là, j'acceptais de l'investir. Et donc, du coup, dans un plan d'investissement varié, pour moi, pour le coup, c'est plutôt la bourse et les cryptos. Je fais pas trop d'immobilier parce que j'aime pas ça, mais j'en ai déjà fait. Quand on achète des crypto-monnaies au départ pour la première fois, est-ce que vous pouvez expliquer le coût d'une sorte de coffre-fort virtuel en fait, avec des clés? Ah oui, alors en fait, ça pour moi c'est une deuxième étape. Hein. Pour moi, en première étape, ça vaut le coup de mettre un petit peu d'argent sur sa banque en ligne et d'investir sur un site centralisé comme Coinbase ou Revolut, peu importe. D'accord. Juste pour en fait mettre un premier dedans, parce que ce que vous appelez en fait les portefeuilles crypto, qui sont souvent appelés les wallets, là on est vraiment dans la décentralisation pure. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment une deuxième étape. Et d'ailleurs, c'est une deuxième étape que vous allez franchir quand vous allez vouloir acheter beaucoup de cryptos, vouloir les échanger contre d'autres crypto-monnaies, etc. D'accord. Et donc dans l'univers décentralisé, il faut bien un endroit pour les conserver en sécurité. Oui. Et donc ça s'appelle des portefeuilles crypto-monnaies, des wallets qui sont enregistrés sur la blockchain. Et quand on va se créer un compte pour avoir un portefeuille crypto-monnaie, on va vous donner plusieurs éléments. On va vous donner un espace digital dans lequel vos données sont conservées, donc vos crypto-monnaies sont conservées. Vous allez choisir votre mot de passe. Donc ça, c'est très classique, comme ce que vous avez l'habitude de faire. Oui. Et on va vous donner ce qu'on appelle une clé privée, donc qui est en fait une adresse de récupération de votre portefeuille au cas où vous perdiez votre mot de passe. Avant, elle était sous une forme très complexe à appréhender pour l'humain, donc maintenant elle a été transformée en général en phrases de 12 à 24 mots, générées de manière aléatoire. Et cette phrase-là, il faut la conserver en sécurité, surtout pas en ligne, à différents endroits, à l'écrit dans un coffre, pour pouvoir, en fait, vous êtes votre propre banque. Pour pouvoir retourner sur votre compte si jamais un jour vous perdez votre mot de passe. Et il y en a, mais qui en ont, mais qui se sont tapés la tête comme des murs, qui ont perdu des milliers ou des millions d'euros, comme ça. Ah ouais, carrément. Oui. Ça des doit être gens horrible. qui avaient acheté du bitcoin il y a très longtemps, qui ont oublié leur mot de passe, qui n'avaient pas noté leur clé, la clé privée, et ce qui nous ressemble le plus pour nous à un IBAN, c'est la clé publique. D'accord. Qui est en fait l'adresse que vous allez communiquer, c'est l'adresse de votre portefeuille que vous allez communiquer pour pouvoir recevoir des cryptos en fait sur ce portefeuille-là. Donc si vous les envoyez sur un autre portefeuille, il vous faut cette adresse-là publique. D'accord. Ça s'appelle la clé publique en fait. Et c'est facile de l'identifier parce que sur l'ensemble des portefeuilles crypto, en dessous de votre nom pseudo de portefeuille, vous avez une clé avec écrit 0, X, et puis plein de numéros, et avec tout de suite à côté toujours un petit logo pour copier-coller automatiquement la clé. Et en fait, les crypto-monnaies, quand on les achète sur des plateformes d'échange. Exactement. On va les acheter sur des sites qui sont soit centralisés, donc comme une banque ou un site classique. Et dans ce cas-là, en général, nos crypto-monnaies sont conservées sur le site. Donc on dit qu'on n'en est pas réellement propriétaire. Le site peut nous bloquer l'accès. Techniquement, en fait, il a le pouvoir de nous bloquer l'accès à nos crypto-monnaies, comme une banque pourrait le faire. Et des plateformes d'échange décentralisées, qui donc elles sont on appelle ça des protocoles, mais qui sont en fait des applications qui sont codées directement sur la blockchain, disons, et qui fonctionnent de manière automatique. C'est-à-dire que personne ne peut vous empêcher d'avoir accès à vos propres crypto-monnaies.
D'accord. En revanche, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une faille dans le code de l'application et que quelqu'un puisse hacker le site ou autre. C'est vrai, c'est un petit peu... Les crypto-monnaies, c'est un secteur qui est encore très jeune et c'est un peu le Far West parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas bien et il y a aussi des pirates, en fait, des développeurs qui sont malveillants, qui vont chercher les failles dans les systèmes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention. Mais du coup, vous, par exemple, vous recommandez quoi comme plateforme d'échange? Et ça dépend. En fait, ça dépend à quel niveau vous êtes. Mon premier investissement, je l'ai fait sur Revolut, donc la banque en ligne. Oui. Et mon deuxième, je l'ai fait sur Coinbase. Et après, je suis passée sur les plateformes qui vont être crypto centralisées, type Binance, etc., qui sont déjà beaucoup plus complexes. Et encore après, je suis passée aussi, pour certaines crypto-monnaies que j'achète, sur des plateformes décentralisées, comme par exemple Uniswap ou SushiSwap. Et aujourd'hui, vous avez investi beaucoup alors en crypto-monnaie? Aujourd'hui, j'ai investi, oui. Alors après, beaucoup, ça dépend de ce que, ça dépend de où on regarde, mais j'investis plusieurs milliers d'euros par mois en crypto, oui. Jusqu'au crack, on va dire, récent. Oui. Vous avez gagné de l'argent avec ces investissements? Ah oui, j'ai gagné de l'argent. Néanmoins, moi, je suis pas dans une. En fait, en crypto-monnaie, il va y avoir les traders et les investisseurs. Oui. Comme en bourse, en fait. Moi, je suis investisseuse, donc je fais très peu, en tout cas, de trading. Donc, ça veut dire que je ne cherche pas à gagner de l'argent sur le court terme. Oui. Je cherche, moi, à investir sur des projets sur le long terme. Parce que quand vous dites le long terme, ça veut dire que vous comptez investir sur combien d'années? Sur plus de 10 ans. Hein. Ouais, plus de 10 ans. Donc, quelqu'un qui commence, donc j'ai compris comment il devait investir. Est-ce qu'il y a des projets que vous trouvez particulièrement à mettre en avant ou des investissements intéressants, vous voyez, par rapport à certains types de projets? C'est difficile de m'exprimer sur ce sujet-là. Je peux dire que les deux plus grosses crypto-monnaies qui sont faciles en tout cas à comprendre et sur lesquelles il est facile de commencer ses investissements, c'est le Bitcoin et l'Ether. Oui. Maintenant, toutes les cryptos se sont crashées là dernièrement, donc il reste des cryptos qui sont majeurs de leurs différents secteurs. Oui. Mais c'est devenu beaucoup plus touchy pour moi d'aller dire ce projet-là il est intéressant, etc. Dans cette période. Moi j'aime bien tous les projets qui sont faciles à comprendre pour les gens lambda. Oui. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Realty. Oui. REALT, qui fait de l'immobilier en crypto. Et donc eux, ils achètent des immeubles à Détroit et vous allez pouvoir vous acheter une partie de l'immeuble en crypto, en token, et vous allez être payé du loyer que les locataires, c'est vraiment un immeuble dans le physique, quoi. Ouais. Que les locataires utilisent toutes les semaines en crypto, et tout ça c'est enregistré sur la blockchain, que vous êtes propriétaire d'un immeuble sans être passé par un notaire, sans être passé par en fait rien du système classique, et pourtant c'est authentique. En ce moment je me renseigne parce que j'ai envie de pouvoir faire j'ai envie de pouvoir faire vivre des expériences à ma communauté aussi. Ouais. Typiquement sur les réunions Zoom qu'on a tous vécues pendant le confinement, le métaverse, pour ça, il va proposer une expérience. Alors, ils sont pas tous très aboutis, on est vraiment au début de ça. Oui. Mais une expérience qui va être de l'ordre de, la réunion Zoom, c'est plutôt une réunion dans les Sims, et vous allez pouvoir en fait vivre votre réunion comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il y avait des rooms. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et que vous allez choisir votre avatar, vous allez le modéliser à votre volonté, et vous allez pouvoir vous déplacer dans la room, soit via un ordinateur, donc juste sur un écran, soit avec des lunettes de réalité virtuelle, et dans ce cas-là, vous avez vraiment l'impression d'être physiquement dans le lieu. Les lunettes type celles qu'ont développé Facebook, là, le Oculus. Oui, par exemple. Il se trouve que moi, je le fais pas encore parce que ça demande quand même une organisation, en tout cas, qui est différente. Moi, je l'ai pas encore fait. Ouais. J'en ai pas encore acheté des lunettes de réalité virtuelle, mais c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Oui. Ouais. Les 5 conseils essentiels que vous donnez à quelqu'un qui veut se lancer dans les crypto-monnaies, les NFT. Alors, les 5 conseils, je dirais...
comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Oui. Définir son matelas de sécurité. Définir un plan d'investissement vraiment, disons, préalable pour se rendre compte de quel type d'investisseur on est. Et ensuite, dans un second temps, se créer un portefeuille crypto. Et le portefeuille crypto, donc, il peut être composé donc, de plein de monnaies différentes. Oui, alors en fait, le portefeuille crypto, par exemple, le plus connu, c'est MetaMask. Oui. C'est un portefeuille qui existe sur la blockchain Ethereum, et donc vous allez pouvoir enregistrer toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent dessus. Mais par exemple, vous ne pouvez pas garder du Bitcoin dessus, parce que le Bitcoin, il fonctionne sur sa propre blockchain, qui n'est pas compatible. Et donc le Bitcoin, vous allez être obligé de le conserver sur, par exemple, une clé Ledger, qui est un portefeuille crypto-monnaie, mais qui est physique. Ça ressemble comme à une petite clé USB. Oui. Et donc, vous allez pouvoir le conserver dessus. Ok, eh ben merci. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Au revoir. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.